France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24 consacré au Tchad, plongé dans une transition à haut risque après la mort du président Idriss Déby au pouvoir depuis 30 ans. On va en parler avec le journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique Antoine Glaser. Mais avant cela, un peu de géographie avec vous Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour. Le Tchad est un pays d'Afrique centrale coincé entre 6 pays. Effectivement, un pays qui n'a pas accès à la mer. La capitale, c'est N'Djamena, entouré donc par la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Cameroun, le Nigeria ou encore le Niger. C'est le 5e plus grand pays d'Afrique avec ici du nord au sud 1700 km et plus de 1000 km d'est en ouest. Il faut savoir également que le Tchad est traversé par le Sahel. On va le voir sur cette carte. C'est cette immense bande de plus de 5000 km de longueur, 400 à 500 km de large. C'est, à titre de comparaison, la superficie de l'Europe. Enfin, concernant la population, elle est estimée à un peu moins de 17 millions d'habitants, surtout répartis dans le sud du pays. Et concernant les ethnies, il y en a plusieurs, mais ce sont les Agawa qui détiennent le pouvoir politique à laquelle appartient d'ailleurs Idriss Déby et son fils. Idriss Déby qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans, Christophe, et qui est mort le 19 avril dernier. Il avait donc été au pouvoir pendant 30 ans après avoir chassé Hissène Habré à la tête du pays en 1990. Il venait de remporter d'ailleurs son 6e mandat et c'est au lendemain de cette élection que l'on a appris sa mort par l'armée. Le président est mort sur le front alors qu'il était allé prêter main forte à son armée. Il succombe donc à ses blessures à l'âge de 68 ans et c'est son fils que l'on voit ici qui prend aussitôt la tête du Conseil militaire de transition. L'opposition dénonce alors un coup d'État, mais le jeune général 4 étoiles promet des élections libres et démocratiques d'ici 1 an et demi. On écoute d'ailleurs un extrait de l'une de ses premières déclarations. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Et aux obsèques d'Idriss Déby à N'Djamena, une dizaine de chefs d'État africains lui rendent hommage. Emmanuel Macron est présent. Idriss Déby était un allié de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Quelques jours plus tard, des heurts éclatent entre des manifestants et l'armée. Plusieurs personnes sont tuées. Le président français condamne. On l'écoute. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Et son fils Mahamat Idriss Déby nomme finalement un Premier ministre civil, un gouvernement de transition également, mais le pouvoir reste aux mains de la junte. Comme l'explique Cyril Payen, il est l'envoyé spécial de France 24 à N'Djamena. C'est ici, place de la Nation, en plein cœur de la capitale tchadienne, que se sont déroulées il y a quelques jours les obsèques nationales du président maréchal Idriss Déby, en présence d'une dizaine de chefs d'État, dont le seul représentant occidental était Emmanuel Macron, le président français. La France, dont l'ombre plane depuis tant d'années sur le Tchad. C'est ici aussi qu'une page de l'histoire contemporaine tchadienne est indéniablement en train de se tourner après le formidable appel d'air suscité par le coup de théâtre de la mort brutale d'un homme qui vient de régner sans partage depuis 30 ans sur le pays. En attestent les manifestations importantes et la violente répression de la semaine dernière. C'est ici aussi que la tentation dynastique de la junte militaire menée par le propre fils d'Idriss Déby, le général Mahamat Kaka, se heurte à la détermination d'une société civile et d'une opposition prête à en découdre, comme les rébellions multiples, alors que les combats font rage au nord, sur la frontière du Niger entre le lac Tchad et le Tibesti. Des rebelles qui pourraient, qui sait, d'un jour ou l'autre fondre sur N'Djamena, comme l'a fait Idriss Déby il y a 30 ans, pour s'emparer du pouvoir.
Et pour en parler, Antoine Glaser est avec nous. Bonjour, journaliste, écrivain. Votre dernier livre, Le piège africain de Macron, c'est publié chez Fayard. Livre dans lequel il y a aussi une interview d'Emmanuel Macron sur sa vision de la politique de la France en Afrique. Merci d'être avec nous. D'abord, quelles sont les circonstances de la mort d'Idriss Déby? On a entendu dire que peut-être c'était quelqu'un de sa garde rapprochée, Antoine Glaser, ou est-ce qu'effectivement il est mort des suites de blessures au front? C'est vrai qu'il y a ces deux versions. La version où il a été tué la nuit par une roquette parce qu'il y avait une sorte de Noria de Toyota. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas, avec des réseaux, avec des Toyota, avec des mitrailleuses. Et il y a un Toyota avec une mitrailleuse, une autre avec une roquette. Il aurait été touché dans la nuit par une roquette et a été blessé. Et finalement, il serait mort après avoir été en voiture jusqu'à Mosso, là où un hélicoptère l'a ensuite conduit au palais. Ça, c'est la première version. La deuxième version... Blessé par les rebelles, donc. Mais il a été vu par les rebelles. C'est-à-dire, les gens du FACT ont dit on a vu l'hélicoptère, etc. Donc, a priori, moi, je crois plus à la première version. Mais il y a une deuxième version, comme quoi, en tout cas, il n'est pas mort dans son palais, il est mort au front. Et c'est vrai que la deuxième version, c'est que c'est une personne de sa garde rapprochée pour des histoires entre Zakawa, parce qu'il aurait tué la mère d'un monsieur Dilo, qui est lui-même Zagawa, un très proche d'Idriss Déby. Et donc, ça aurait été une vengeance familiale. Mais très franchement, comme ce Dilo est réapparu et a finalement contesté en fait cet assassinat, moi je crois plus à la première version. Le fils Déby qui lui succède, est-ce que c'était une espèce d'héritier naturel? On sait que c'était un enfant adultérin. Pourquoi se retrouve-t-il là? Simplement parce qu'il avait quand même été déjà adoubé par le père. Il est quand même chef de la garde pour faire plaisir à la France. En 2013, c'est vrai, quand il a fallu envoyer des troupes tchadiennes dans le massif des Ifoghas pour combattre avec l'opération Serval des Français, Idriss Déby avait envoyé son fils. Donc c'était une façon, quand vous voyez dans l'esprit des Agawa, des tribus guerrières, quand vous envoyez votre fils au front, ça veut dire c'est une sorte de reconnaissance, d'héritage, au moins au niveau des combats. Donc je veux dire, c'est pas surprenant que ça soit lui qui ait été finalement adoubé, puisqu'il était quand même chef de la garde. Et puis surtout, dans un pays où c'est le renseignement qui compte, c'est aussi un peu le patron des services de renseignement locaux. On a vu dans les images qu'Emmanuel Macron était présent donc, aux funérailles d'Idriss Déby, soutenant donc de fait le fils Déby. Puis il condamne les violences contre les manifestants. Est-ce que le chef de l'État français n'a pas raté finalement une opportunité politique de faire pression pour une transition à la fois civile et démocratique? Oui, c'est vrai que ça a une sorte de côté d'anachronisme historique. On voit bien que c'était quand même à Paris. Quand Idriss Déby a été tué, on a bien vu que c'était un peu panique à N'Djamena. C'est une espèce d'état de sidération. Et c'est tellement un verrou stratégique entre le Nord, le Sud, etc. Il faut savoir que Emmanuel Macron, depuis le G5 Sahel, en tout cas le dernier G5 Sahel, la dernière réunion des chefs d'État, où il était en visioconférence avec ses pairs africains qui étaient à N'Djamena, tout le dispositif français de l'opération Barkhane s'appuie sur l'armée tchadienne. Donc pour Emmanuel Macron, c'est pas simplement aussi les bataillons. C'était à cette occasion d'ailleurs qu'Idriss Déby, au moment de cette G5 Sahel, qu'il devenait le président, qu'il avait accepté d'Emmanuel Macron de mettre un bataillon supplémentaire de 1200 soldats qui sont partis, qui sont d'ailleurs actuellement dans la région des Trois Frontières. Mais pour Emmanuel Macron, ça va plus loin. C'est la perspective de retrait à un moment donné des troupes françaises. Ça passe par la montée en puissance des armées locales. Et comme les armées locales, la seule réellement aguerrie, ce sont les Tchadiens, pour Macron, c'est un double problème quelque part. Et donc, franchement, il a été un peu poussé à la faute. C'est-à-dire, dans la panique, il se retrouve d'une façon anachronique au premier rang, à côté du fils Déby, alors que franchement, c'était la constitution tchadienne, prévoit bien, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit succéder, à faire la transition, et s'il ne le veut pas, il y a un vice-président, quelqu'un d'autre. Donc, il se retrouve un peu comme s'il se trouvait piégé. Bon, je dis pas ça parce que j'écris le piège africain de Macron, mais il s'est trouvé un peu piégé. Et franchement, je ne sais pas quel est son conseiller en com, mais de se trouver au premier rang, il aurait dû se mettre à côté des autres chefs d'État africains, au bout, etc. Mais de se retrouver à l'ancienne, la France-Afrique au premier rang, au moment de la mort d'Idriss Déby, c'était signé furax. Mauvaise com. Les rebelles du FACT, Antoine Glaser, qu'est-ce qu'ils veulent? Prendre le pouvoir? Est-ce que le conflit va se poursuivre? Au début, ils voulaient prendre le pouvoir. Finalement, eux, ils s'étaient installés dans leur propre région. Ce sont des Goranes du Kanem. Et c'est vrai qu'ils voulaient engager une sorte de dialogue
dialogue politique. C'est ce qu'il disait. Au départ, ils descendaient. Quand ils ont été quand même bloqués, d'abord, apparemment, ils ont reçu des assurances de l'armée française qui ne serait pas bombardée. C'est quand même nouveau parce qu'en 2019, il y avait d'autres rebelles de l'UFR, de frères Dimi qui étaient descendus. C'était 2 Mirages français qui avaient quand même neutralisé, comme ils disent pudiquement, 20 véhicules sur 50. Et là, apparemment, la France était un peu gênée parce que c'était en pleine élection présidentielle. Donc, ils sont descendus et ils voulaient engager un dialogue. Mais en fait, la première idée, c'était le réseau à l'ancienne. Le Tchad, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, comme vous avez montré. Vous pouvez arriver avec des réseaux 100 ou 200 Toyota. S'il n'y a pas l'armée française qui bombarde, il serait arrivé à N'Djamena. Idriss Déby était un guerrier. Il a d'ailleurs consacré 40% de son budget aux dépenses militaires pour le Tchad. Ces dépenses sont financées par le pétrole dans un pays qui est tout de même, c'est paradoxal, classé 196e sur 189 sur l'échelle du développement humain. C'est ça aussi le bilan d'Idriss Déby, de ne pas avoir su développer son pays? Malheureusement, oui, parce qu'ils ont quand même eu de la chance d'avoir dans la région de Doba, du sud du Tchad. D'ailleurs, vraiment, c'est plutôt les sudistes qui ne profitent pas de la manne. C'est plutôt l'armée, principalement les Agawa, qui sont quand même des gens du Nord, ou des Toubou, des Goranes. Et c'est vrai que de ne pas bénéficier de cette manne qui aurait pu être évidemment investie dans l'éducation et la santé, et c'est vrai qu'il s'est toujours considéré... Idriss Déby, il disait il est d'une tribu guerrière, qu'il est d'abord un guerrier. Et il n'y a pas simplement là, il est monté effectivement dans le Kanem contre le FAC, mais il y a un an, c'était dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram, qui vient du Nigeria, qui est le mouvement djihadiste qui vient du Nigeria, et il était à la tête de ses troupes une fois qu'il y a eu 90 soldats tchadiens qui avaient été tués. Et cette manne pétrolière est importante, elle finance véritablement... Alors, c'est un oléoduc qui descend des gisements de Doba, qui descend au Cameroun, et c'est vrai qu'elle a été très importante. C'est plutôt les Américains d'Exxon qui avaient démarré son exploitation avec aussi des financements de la Banque mondiale pour l'oléoduc. Il y a une manne, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Alors, ce n'est pas des gisements gigantesques. À mon avis, il y a plus de gisements de pétroliers au Tchad, à la frontière de la Libye. Si vous avez autant de pétrole en Libye, vous en avez au nord du Tchad, tout le monde le sait, personne ne le dit. Mais je veux dire, c'est plutôt là les grosses poches pétrolières du pays du Tchad. C'est un pays d'avenir pétrolier. Mais là, en l'occurrence, il reste quand même des réserves dans le sud du pays. Alors, l'armée, on l'a dit, a une place particulière dans ce pays. Je vous propose de regarder justement un extrait de ce clip vidéo de la chanteuse Yasmine. C'est un véritable ode à l'armée tchadienne. Regardez. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, l'émission géopolitique de France Info et de France 24 consacrée au Tchad qui connaît une transition à haut risque depuis la mort du président Idriss Déby. Christophe, on vous retrouve. Le Tchad joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, au sein du G5 Sahel. Vous allez nous expliquer. Mais aussi la coopération militaire entre la France et le Tchad ne date pas d'hier, Christophe. Effectivement, la coopération militaire entre la France et le Tchad date des années 60. L'armée française y est présente de manière quasi permanente depuis l'indépendance du pays. Il faut savoir que le Tchad est aussi l'un des piliers de la force conjointe du G5 Sahel. On en a parlé, composé également de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso ou encore du Niger. Mais à lui seul, le Tchad fournit près d'un tiers des forces armées, soit 1850 soldats tchadiens sur 6000 soldats déployés. Et le Tchad est aussi le premier pays à soutenir la France au sein de l'opération Serval, Christophe. L'opération Serval, lancée donc en 2000,
2013 au Mali pour stopper justement la progression des djihadistes vers le sud du pays qui ensuite deviendra l'opération Barkhane. Le Tchad est aussi l'un des seuls pays du G5, on va le voir sur cette carte, à justement avoir déployé un bataillon ici. Ça se trouve au Niger, dans la zone dite des trois frontières. C'est réputé justement pour servir de base aux groupes djihadistes sahéliens et dans l'espoir d'une plus grande implication des pays de la région pour leur propre sécurité. On en parlait tout à l'heure avec notre invité. Paris envisage justement de réduire progressivement son empreinte militaire. Aujourd'hui, c'est 5100 soldats français qui sont au Mali depuis 8 ans de présence ininterrompue. Et en 2013, l'armée tchadienne fait ses preuves au Mali face aux djihadistes. Le président Idriss Déby se taille une réputation de rempart contre l'islamisme. Regardez un extrait de Reporter. Il a été réalisé par Julien Sauvaget et Adèle Gastel pour France 24. Voici les libérateurs de Kidal. À l'est du Nord Mali, ce sont eux qui ont ouvert la voie aux Français. Dans les montagnes des Iforas, le bastion d'Akmi, l'armée tchadienne était en première ligne face aux djihadistes. Ils ont conquis tour à tour Gao, Ménaka, Kidal et enfin Tessalit. La progression fut rapide, moins d'un mois, sous un cri de ralliement unique, moral. Moral par rapport à ce que nous avons fait sur le terrain. Donc nous avons combattu les Moujao, on a contrôlé l'Adrar. D'une manière générale, donc ce qu'on a fait, c'est ça notre résultat final. C'est à cause de ça qu'ils disent moral. Un moral au plus haut, mais de lourdes pertes. Plus d'une quarantaine de morts en 3 mois. Face à un ennemi rapide et furtif, adepte des raids, de la guérilla et des attentats suicides. Ouais, les abeilles que tu es en train de voir, c'est-à-dire que même si les terroristes sont forts comme les abeilles, il y a le buffle par terre qui va les terrasser. Donc rien n'est impossible à un Tchadien. Donc on va les terrasser jusqu'au 0 degré, quoi. Cette armée tchadienne est redoutée dans tout le Sahel. Ce sont les spécialistes des zones désertiques. Leur réputation les précède après 20 ans de guerre dans leur pays. Commandés efficacement, entraînés, bien armés, leur méthode de combat a fait ses preuves. Ils n'ont pas d'aviation pour les appuyer comme les Français. Eux jouent sur le nombre, la violence et la rapidité de l'assaut. Une charge d'infanterie massive, effrayante pour l'ennemi. Moral. Et nous sommes toujours en compagnie du journaliste écrivain Antoine Glaser. Idriss Déby, le président défunt, est-il, selon vous, devenu le symbole du rempart contre l'islamisme ? Pas ça, non, le rempart contre l'islamisme, c'est le développement social, économique et donner du travail aux jeunes dans le Sahel. La plupart des jeunes, parfois, qui partent avec les djihadistes, c'est pas pour des questions religieuses. C'est vraiment, bien sûr, pour des questions de survie au quotidien dans toute cette zone où il y a une économie informelle, tous les trafics. Par contre, c'est vrai que contre les mouvements les plus durs des djihadistes, les noyaux qui veulent vraiment appliquer la charia, mais vraiment, le Tchad, c'est d'abord... Franchement, ils servent un peu de supplétif aux armées de la région et à l'armée française. Mais très franchement, c'est parce que ce sont des guerriers, parce qu'ils ont été eux-mêmes rebelles pendant des années. Il y a eu beaucoup de morts, justement, des Tchadiens. Énormément. Quand ils sont montés dans le massif des Ifogas, je ne sais plus si exactement, mais il y a au moins 60 soldats qui ont été tués. Et quand vous discutez avec des militaires français, ils sont d'abord très admiratifs parce que admiratifs et en même temps, c'est vrai qu'ils sont montés au combat comme ça. Ils sont fait souvent cisailler par des djihadistes en face. Et c'est vrai que voilà, ils ont protégé un certain nombre de Français, de militaires français. Et donc, quand vous discutez avec des militaires français, ils vous disent toujours, ils ont payé le prix du sang avec nous, donc il faut les protéger. C'est un lobby aussi, l'armée française, dans un pays comme le Tchad, ça pèse aussi. Emmanuel Macron, bien sûr, c'est le président de la République française, mais c'est le chef des armées. Et vous voyez, quand il parle du Sahel, on a l'impression que c'est le chef des armées dans l'ensemble de la zone sahélo-saharienne. Du coup, c'est un coup dur pour le G5 Sahel, la mort d'Idriss Déby ? Oui, franchement, c'est un coup dur. D'ailleurs, les autres chefs d'État le comprennent bien. C'est un coup dur d'abord parce que c'est vrai que ce sont les plus aguerris. Et là, si demain, il y a des problèmes internes au Tchad, le risque, c'est le fils Déby, il va peut-être demander le rapatriement des 1200 soldats qui sont le bataillon dans la région des trois frontières, comme on l'a vu, mais aussi
dans la mission des Nations Unies. Quand il y a eu récemment des combats avec des djihadistes, c'était pour la première fois que la mission des Nations Unies s'engageait. La mission des Nations Unies, normalement, c'est une opération de maintien de la paix. Et là, à Akelok, ce sont vraiment les Tchadiens qui sont battus, qui ont tué je ne sais pas combien de djihadistes. Donc, ils sont devenus indispensables. Franchement, la France est tchado-dépendante. Mais est-ce que le FIS, justement, va réussir à tenir l'armée, jouer ce même rempart contre le terrorisme ? C'est la grande question. Ce problème, ce n'est pas contre le terrorisme, c'est au niveau interne. Je veux dire, c'est vrai que voilà, il n'a pas la légitimité du père qui a construit complètement cette armée à sa main. Bon, c'est vrai que c'est une armée, c'est plutôt une grosse garde présidentielle hyper équipée. Hein. Le type, les Gawa, ils font 2 mètres de haut, ils sont super équipés, toujours des Ray-Ban à miroir. C'est une armée. De garde présidentielle extrêmement équipée et motivée. Mais je veux dire, le problème, c'est compliqué, le Tchad. Donc, le problème, c'est toutes les discussions internes au sein de l'armée, entre les généraux, etc. Et puis maintenant, il y a une société civile au Tchad extrêmement importante. Une société civile qui conteste le FIS. Et c'est pas une société civile, parce que c'est très dur, la répression est toujours très dure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au Tchad. Il y a des élections. Tous les chefs d'État, c'est comme l'ensemble des autocrates de toute cette zone, ils savent organiser des élections. Ils sont devenus des véritables constitutionnalistes. Ils savent changer les constitutions, se maintenir au pouvoir. Mais le problème, la démocratie, c'est entre 2 élections. C'est les contre-pouvoirs, des journalistes qui sont emprisonnés. Et là, vous avez des syndicats puissants au Tchad. Donc là, ils en ont marre. Ils aimeraient bien arriver à une société civile, à débattre politique dans ce pays. Le Tchad, en tout cas, a été théâtre de 7 interventions militaires françaises. En 1984, 2500 soldats français sont envoyés en pleine guerre civile au Tchad pour soutenir Hissène Habré contre son rival à l'époque, Goukouni Weday, soutenu par la Libye de Kadhafi. Regardez ce reportage de l'INA. Il est signé Philippe Gassot pour Antenne 2 à l'époque. Et nous sommes donc en septembre 1984. Au début du mois d'août 83, la France décide d'aider le gouvernement de N'Djamena, mais il n'est pas question de s'engager dans le conflit. Seul un soutien logistique articulé autour de la fourniture de matériel anti-aérien est prévu, une façon d'honorer les engagements de la France sans mettre le doigt dans l'engrenage. Traversant le Chari, les premiers Français qui arrivent sont 180. Attention, il est bien précisé que ce ne sont pas des combattants, mais des conseillers techniques. Les troupes d'Hissène Habré sont chassées 2 fois de la palmeraie de Faye-à-Largeau par l'aviation libyenne. N'Djamena lance avec une partie du matériel français une contre-attaque victorieuse au nord-est et reprend Chalouba et Abéché. Hissène Habré veut consolider sa position précaire. Il demande des troupes françaises. Selon lui, l'aide de Paris est insuffisante. À Tripoli, le colonel Kadhafi prévient. Toute intervention étrangère au Tchad sera considérée comme un acte de guerre contre la Libye. Pourtant, le dimanche 21 août à 10h30, la France fait rugir ses Jaguars et ses Mirage F1. Il se pose à N'Djamena avec un KC-135 de ravitaillement en vol. Il n'y a plus d'hésitation, l'engagement français est total. Les soldats français continuent à affluer. Les premiers qui ont touché N'Djamena le 10 août ne sont plus des conseillers militaires, mais des soldats de la paix. Béret vert de la Légion, béret rouge des paras, béret noir de l'infanterie de marine et bleu de l'armée de terre. Parfaitement équipés et dotés d'appareils d'observation. La cavalerie chevauche ses hélicoptères. Ils seront au total 3000. Quelques voix dans l'opposition et la majorité parle d'enlisement dans un déploiement qui fait penser au désert des Tartares. Les Français menacent, Kadhafi brandit le spectre d'une guerre de longue haleine. Antoine Glaser, Emmanuel Macron vous dit dans votre livre qu'il veut sortir de la France-Afrique, qu'il n'est pas de cette génération. Est-ce qu'il a d'abord réussi et pourquoi y a-t-il une montée, un sentiment anti-français maintenant dans ces pays du Sahel ? Tout simplement, encore une fois, c'est l'anachronisme historique. Il y a le discours, il y a 2 discours. Il y a le discours d'Emmanuel Macron devant les étudiants burkinabés quand il était arrivé au pouvoir en 2017, qui dit la France-Afrique, c'est fini, on ne regarde plus dans les rétros, on va tout changer. Ce sont les sociétés civiles qui comptent. Et puis, il y a Emmanuel Macron,
président de République française, chef des armées, qui est dans la réelle politique. Il ne va pas changer du jour au lendemain. La France-Afrique, c'est comme un gros bateau, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et on voit bien, dès qu'il y a un problème, il se précipite à N'Djamena. Et il y a monté des jeunes, rien que cette image de le voir à côté du fils d'Idriss Déby. C'est vrai qu'il y a des sentiments anti-français. Alors Macron, il dit oui, ça c'est les réseaux sociaux, c'est les Turcs. C'est le cas également. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, mais il dit toujours il nous dit toujours ouais, ce sont les Russes et les Turcs qui financent les réseaux sociaux, etc. Non, il y a un sentiment anti-français. La jeunesse africaine, les Africains n'ont pas besoin des Russes et des Turcs pour vouloir un changement. Là, c'est quand même après 30 ans de post-colonisation. Il y a la chute du mur de Berlin, tout le monde l'a bien vu en Europe, mais je veux dire en Afrique. Mais l'Afrique est totalement mondialisée. Les jeunes, maintenant, ils ont envie de bouger, aller partout dans le monde. C'est vrai que ce côté France-Afrique, ils en ont ras-le-bol. Alors, le Sahel est aussi une priorité pour l'Europe. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a d'ailleurs fait un tour des capitales, de la Mauritanie au Mali en passant par le Tchad. Il était d'ailleurs présent aux obsèques d'Idriss Déby. Explication à Bruxelles de Julien Gasparuto, le correspondant de France Télévisions. Eh bien, pour les Européens, le Tchad, c'est avant tout un acteur incontournable pour le maintien de la stabilité au Sahel et la lutte contre le terrorisme. De retour d'un voyage de 4 jours en Afrique et notamment au Tchad pour les obsèques d'Idriss Déby, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est montré très clair. Il faut tenir le Tchad. S'il tombait en morceaux, c'est tout le Sahel qui volerait en éclats, a-t-il déclaré. Car le Tchad a pris la tête du G5 Sahel en février dernier et il participe aussi à de nombreuses opérations militaires aux côtés de l'Union européenne et des Nations Unies. Les 27 sont donc très préoccupés par la succession d'Idriss Déby qu'ils considéraient comme un allié. Ils ont appelé une transition limitée de 18 mois maximum, une transition pacifique et dans le respect des droits de l'homme. Les Européens suivent donc de très près la situation. Une délégation de l'Union européenne était encore présente cette semaine pour rencontrer le Conseil national de transition au Tchad. Et une nouvelle réunion avec le G5 Sahel est prévue au mois de juin. Antoine Glaser, en un mot, que va-t-il se passer maintenant ? Il n'y a aucune visibilité, ni pas plus stratégique que politique pour l'ensemble de cette zone. Moi, je pense qu'on y a une espèce de retour au 19e siècle. Il n'y a plus d'Occidentaux dans toute cette zone. On sent qu'il y a une période historique qui se termine avec la mort d'Idriss Déby. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Antoine Glaser, Le piège africain de Macron, c'est chez Fayard. Un livre dans lequel, je le rappelle, il y a une interview d'Emmanuel Macron sur sa vision de politique de la France en Afrique. Merci Christophe. Merci Stéphanie. Vous pouvez retrouver l'émission, mais évidemment, sur les sites internet de France Info et France 24 et également en podcast.